Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture un petit peu particulier puisque je ne vais vous parler que de livres écrits par des auteurs francophones. Ça change, ça faisait longtemps que je n'avais plus lu autant d'auteurs francophones et surtout l'un à la suite de l'autre. Mais ma participation à la foire du livre de Bruxelles a fait que j'ai animé une conférence là-bas qui parlait du young adulte et j'ai donc dû lire les livres des auteurs présents à cette conférence. Et je dois dire que c'était une bonne chose parce que ça faisait un petit moment que ces livres étaient dans ma palle et ça m'a permis de les sortir. Et je ne suis pas mécontente du tout puisque grosso modo c'était un bon cru. Je vais commencer par vous parler de Petites rencontres et méga problèmes. Le tome 1, Vous ne convenez plus, de Emily Balburney, est publié aux éditions Lilith. Lilith Éditions, c'est une petite maison d'édition belge créée par Emily Balburney, dans laquelle elle publie ses romans, donc après avoir récupéré les droits chez son ancien éditeur qui était, il me semble, les éditions Chirographaire. Mais elle publie également d'autres auteurs et ça, j'y reviendrai par la suite. J'ai été amenée à lire son livre parce que Lily était l'une des 3 auteurs présentes à la conférence Young Adult que j'animais et je vais donc vous parler de son livre tout de suite. On va donc suivre Lily qui est une jeune fille qui a des origines irlandaises, qui est installée à Bruxelles. Elle vient de perdre son travail, mais même si elle est un petit peu démoralisée, elle ne perd pas le moral, elle sait qu'elle va retrouver rapidement quelque chose d'autre. Et dans un café irlandais de la capitale où elle a ses habitudes, elle va rencontrer David qui va la draguer ouvertement, chose qui ne va pas du tout lui plaire. Elle va d'ailleurs le rembarrer et le lendemain elle est appelée par une agence intérim pour un entretien. Elle va se rendre compte que là le futur employeur n'est autre que David, qui va d'ailleurs l'engager dans sa société. Vous vous en doutez bien, c'est une romance, donc il y a un petit peu d'amour qui se dégage de ce titre, mais ce n'est pas tout, il y a une histoire un peu plus haletante également dans ce roman. Je peux pas vous en dire plus. Lily va également rencontrer un autre homme qui s'appelle Casey, qui a ses faveurs, donc les deux vont se battre un petit peu pour obtenir les faveurs de la jeune femme. Et les choses ne vont pas forcément bien se passer, ce triangle amoureux va l'emmener dans une situation rocambolesque. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, le but ici c'est pas de vous spoiler. Alors qu'ai-je pensé de ce livre? Eh bien tout d'abord, il faut savoir que quand je l'ai lu, je me suis directement interrogée sur le fait que c'était pas du young adulte. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que Emily fait à cette conférence sur le young adulte? Son livre c'est de la romance, les personnages ont entre 25 et 35 ans, c'est des protagonistes adultes qui vont gérer des problèmes d'adultes, c'est pas des ados. Et donc forcément je me suis beaucoup interrogée sur le fait que ce roman était classé en young adulte, non seulement sur le site mais un petit peu partout. Et j'ai posé la question à Emily parce que forcément ça m'a travaillé. Je me suis dit mais comment est-ce que je vais pouvoir intégrer ce livre à ma discussion, à la conférence, si c'est pas du young adulte? Et en fait elle m'a dit qu'à la base elle l'avait pas non plus classé en young adulte, que pour elle c'était un roman qui était contemporain adulte avec de la romance. Mais comme je vous dis, c'est difficile de le classer en roman sachant qu'il y a d'autres éléments. Et là Emily m'a expliqué qu'en fait c'était les retours de ses lecteurs qui chaque fois lui disaient que c'était un livre young adulte très bien et qu'elle constatait que la tranche d'âge qui était intéressée par son bouquin, eh bien c'était généralement les 18-25 ans, donc une tranche d'âge assez jeune. Passé donc tout ce questionnement sur le fait de savoir si c'était du young adulte ou pas, est-ce que j'ai aimé le livre en tant que tel? Eh bien je dois dire que je suis assez mitigée. Je peux pas vous dire qu'il m'a déplu parce que je l'ai quand même lu en 24 heures. Et lire 340 pages en 24 heures, il faut quand même être dans l'histoire pour pouvoir y arriver, sinon on traîne. Ça se lit assez bien, on a envie de savoir ce qui va se passer, donc du coup c'est vrai que le temps passe vite. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de petites choses qui m'ont dérangée. On sent bien que c'est un premier roman d'auteur, on sent bien que ça manque de travail derrière, ou en tout cas de relecture. Il y a des choses qui me paraissaient pas très fluides, des dialogues qui me semblaient un peu plan-plan, où j'avais envie de moi-même barrer dans le roman pour essayer de retravailler le truc. Enfin, on sent bien que c'est vraiment le premier tome, le premier livre d'une auteure. En plus, elle m'a dit qu'elle l'avait écrit quand elle était assez jeune, elle avait à peine 18 ans. Donc forcément, il y a beaucoup de maladresse dans ce premier tome, mais voilà, je lui pardonne assez facilement parce que déjà, Emily,
c'est une fille formidable et je trouve que déjà couillu de réussir à écrire un livre, moi j'aimerais bien pouvoir le faire et j'y arrive pas. Et je me dis, si je m'y mettais, est-ce que je ferais mieux que ces auteurs qui débutent? Je pense qu'il n'est pas rare quand on a un premier roman d'auteur et quand on écrit assez jeune d'avoir des faiblesses au niveau de l'écriture, au niveau des dialogues, de savoir poser certains discours ou pas. Donc je lui pardonne. À côté de ça, l'histoire est plutôt sympathique. Donc on va suivre Lily dans son nouvel environnement de travail et avec son cœur qui va se balader entre David qui est quand même devenu son patron et Casey qui est plutôt un homme riche et qui s'intéresse à elle. Et donc on va voir un petit peu la manière dont elle va réfléchir pour savoir avec lequel des deux elle a envie d'être. Parfois c'est vrai que ça tire un peu en longueur et surtout, j'étais pas vraiment fan des rebondissements qui se sont passés à la fin. C'est vrai que ça ajoute du suspense au livre, mais moi ça faisait trop. C'est trop gros. Je me disais qu'il fallait quand même pas avoir de bol pour vivre des aventures aussi dingues. Et c'est vrai que ce côté un petit peu trop thriller m'a un petit peu dérangée parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop. Il y a aussi des petits détails qui m'ont agacée, notamment avec un bail. Vous allez dire, mais Jess, tu t'accroches vraiment à des détails. Mais oui, mais une fois que j'ai repéré un détail qui est pas cohérent, voilà, je vous avoue que j'ai du mal après. La petite info, c'était que Lily change d'appartement à un moment donné et elle dit, voilà, de toute façon mon bail se finissait ce mois-ci, donc j'ai qu'à envoyer une lettre et c'est bon, je peux partir. Et moi j'étais là, j'ai dit, mais what the fuck, j'ai dit, on quitte pas un bien comme ça sur base d'une petite lettre le mois où on est censé partir parce que le bail arrive enfin. Enfin, un bail, si on n'y met pas un terme avec un préavis, même quand il est à durée déterminée, je veux dire, il est automatiquement renouvelé. Donc du coup, ça me semblait totalement incohérent qu'elle me dise, ah oui, mais moi, voilà, j'ai qu'à écrire fin du mois que je me barre et c'est bon, quoi. Oui, si t'as un propriétaire conciliant, j'ai envie de te dire ok, mais légalement, c'est pas ça. C'est des petits détails qui parfois m'ont fait sortir du livre parce que du fait je le trouvais pas cohérent. C'est pas la lecture du siècle, ça casse pas trois pattes à un canard, mais grosso modo j'ai passé un bon moment avec Lily. Ce que j'ai aimé, c'est ses racines irlandaises qui ressortent beaucoup dans le roman. C'est quelque chose qui m'a bien plu. J'ai envie de savoir comment ça va se passer. Je vais laisser une chance au tome 2 et 3. Je vous avoue aussi qu'il y a le côté affectif avec Emily qui est une fille en or et que j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment envie de voir l'évolution de son écriture sur les tomes 2 et 3. Et donc c'est pour ça que je lirai la saga jusqu'au bout, parce que j'ai vraiment envie de lui donner sa chance jusqu'au bout. Ensuite j'ai lu Cité 19, le tome 1 de Stéphane Michaka, publié aux éditions PKJ. Dans ce livre on va suivre Faustine qui a 17 ans et qui va se réveiller un jour avec la mauvaise nouvelle que son père est décédé et il faut qu'elle aille même l'identifier à la morgue, un truc que moi je pourrais jamais faire. Concrètement, c'est impossible que je fasse ce genre de choses. Et Faustine va se retrouver embrigadée dans une histoire parce qu'elle aimerait bien comprendre pourquoi son père est mort, dans quelles circonstances, etc. Et elle va voir un homme qui est habillé dans des habits du 19e siècle, qui va chanter sur les ponts de Paris et l'amener à la station de métro de Cité. Et là, je sais pas trop ce qui va lui arriver, mais elle va tomber dans les pommes et elle va se réveiller dans le Paris du 19e siècle. Et elle espère trouver des réponses dans ce Paris du 19e siècle et essayer, pourquoi pas, de retrouver son père. On me vend quelque chose de fou là. La couverture, elle est magnifique. Le pitch, il donne envie. On parle de voyage dans le temps. Là, on retourne dans le Paris du 19e siècle. Concrètement, ça me vend du rêve. Mais j'ai globalement aimé l'histoire. J'avoue que c'est aussi un livre qui se lit rapidement une fois qu'on rentre dedans. Malheureusement, j'ai mis du temps à rentrer dedans parce que j'ai pas tout de suite accroché avec le style de Stéphane Michaka. Je vais vous dire pourquoi. Heureusement que c'était que sur les premières pages et qu'on n'avait pas ça tout le temps, parce que sinon ça aurait été vraiment... ça aurait pas été agréable et j'aurais vraiment eu des problèmes à terminer le roman. Heureusement pour lui, c'est pas un style qu'il a utilisé très souvent, c'était surtout au début, mais moi ce genre de style, ça me fait lever les yeux au ciel et voilà, c'est le genre de truc qui me fait décrocher du bouquin, je n'adhère pas, tout simplement. Alors je vais vous donner un exemple. Pour y faire quoi, peu importe, il ne fait que passer dans ce récit, on ne le reverra plus. Voilà, ça c'est le genre de phrase, c'est le genre de narration
que je n'aime pas. Déjà, il faut que vous sachiez que je suis plus fan des narrations en jeu que des narrations à la troisième personne. Quand c'est à la troisième personne, il faut réussir à me faire rentrer dans l'histoire, à me faire rentrer dans les personnages, à ce que je m'attache à eux comme si j'étais dans leur tête. Et il y a très peu d'auteurs qui arrivent à me faire aimer une narration à la troisième personne. Si je peux vous donner un nom d'auteur là, c'est Rainbow Rowell. Rainbow Rowell, ses bouquins sont toujours à la troisième personne, mais à chaque fois j'adhère, parce qu'avec son style d'écriture, elle arrive à me faire apprécier les personnages comme si c'était eux qui me racontaient directement l'histoire. Or ici, ça n'a pas été le cas. Il m'a fallu vraiment du temps pour que j'entre dans le style d'écriture de Stéphane Michaka. Mais je vous ai dit, ce genre de petit aparté, il l'a pas fait souvent. Il le faisait 2-3 fois au début du récit. Puis il a laissé tomber. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que si ça a été comme ça tout le temps, je pense que ça m'aurait posé plus de problèmes. J'ai aimé le contexte, le fait qu'on se retrouve dans un Paris au 19e siècle, le fait qu'il y ait une espèce d'enquête policière qui se mette en place, où Faustine va directement s'adapter au 19e siècle. Elle se rend vite compte qu'elle n'est pas dans son siècle, qu'il y a des choses qui ne sont pas ouvertes aux femmes comme ça l'est maintenant, et elle va faire ce qu'il faut pour réussir malgré tout à s'adapter, à rentrer dans un personnage, et j'ai trouvé ça juste magnifique, la manière dont le personnage de Faustine arrive à s'approprier le 19e siècle. Il me tarde évidemment d'avoir le tome 2 puisque ce n'est qu'une duologie, de pouvoir lire la suite pour savoir le fin mot de l'histoire. Je dois dire que plus j'avançais dans le récit, plus j'étais happée par l'histoire. J'ai mis du temps à rentrer dedans, mais une fois que j'étais dedans et une fois que les choses se sont vraiment mises en place, eh bien, ça a été beaucoup plus fluide, ça a été beaucoup plus agréable pour moi. Malgré tout, il y a des choses qui m'ont pas plu. Par exemple, l'auteur à un moment donné fait entrer un petit peu une dose de romance dans son histoire. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que je trouve que ça arrive comme un cheveu dans la soupe et que c'était pas important et que c'était pas utile et que ça n'apporte rien au récit. Donc j'attends de voir ce que ça va donner dans le tome 2, mais en tout cas là, dans ce tome 1 là, j'ai trouvé ça ridicule. On aurait dit qu'on avait dit à l'auteur il faut faire un peu de romance, parce que dans Young Adult, il y a toujours un peu de romance, donc il faut que tu arrives à l'injecter dedans. Et ben il l'a mis à un moment donné en se disant bon ben voilà, il faut que je le fasse, autant le mettre comme ça maintenant quoi. Et donc du coup j'ai pas adhéré parce que ça semblait pas naturel, ça semblait pas crédible, ça arrivait comme un cheveu dans la soupe et voilà, j'ai pas apprécié. Cet élément de romance arrive un petit peu comme ça, n'importe comment. La seconde chose que j'ai pas aimé, et là ça va être compliqué de vous expliquer pourquoi, parce que c'est vraiment le gros nœud du livre, et si je vous dis exactement ce qu'il en est, je vous spoil, mais il y a un grand retournement de situation qui arrive à un moment donné. On apprend quelque chose par rapport à l'histoire qui remet tout en question. Et j'ai pas aimé du tout, parce que du coup l'histoire qu'on m'a vendue d'une certaine façon, c'était plus la même chose, on partait dans quelque chose d'autre. Et du coup moi ça m'a un petit peu dérangé ce revirement, surtout qu'au début, le premier chapitre où ce revirement est apparu, j'étais là et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis toujours dans le même bouquin? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que je me suis endormie à un moment donné et j'ai loupé tout un pan de l'histoire? Je ne sais, je suis arrivée mais comme un cheveu dans la soupe, j'étais là, je dis mais qu'est-ce que je fous là? Il a fallu de nouveau du temps pour que je me remette dans l'histoire suite à ce retournement de situation, que je trouve un coup de génie parce qu'on ne le voit pas du tout arriver. Sincèrement, si vous n'êtes pas au courant avant, et vous tombez des nues. Vous tombez des nues parce qu'il n'y a aucun moment vous pouvez vous douter qu'une telle chose va arriver. Donc l'auteur arrive à vous prendre vraiment à rebrousse-poil et à vous choquer littéralement. Tellement ce revirement de situation est énorme. Mais voilà, moi j'ai pas trop adhéré à ce revirement. Ça m'a surpris, ça m'a étonnée. J'ai mis que c'était un bon point pour l'auteur parce qu'il est parvenu à me surprendre. Mais dans le déroulé de l'histoire, bah, ça remettait tout en cause ce qui s'était passé avant, et c'est ça qui m'a un petit peu déplu. J'étais bien dans ma lancée, et là on m'a fait partir dans un autre, vers autre chose, et cette autre chose m'a un petit peu moins plu. Mais comme je vous l'ai dit, ça reste quand même un bon divertissement, c'est bien écrit, malgré les petites faiblesses du début. C'est plutôt accrocheur, et une fois qu'on a terminé, même si voilà, on est comme moi un peu mitigé sur l'histoire, et
finalement on a quand même envie de voir la suite et là j'ai demandé le tome 2 et j'ai hâte qu'il arrive pour pouvoir le lire. Et à mon avis je vais pas le laisser traîner très longtemps parce que j'ai pas envie de perdre tous mes souvenirs du tome 1 et j'ai vraiment envie de connaître le fin mot de l'histoire. Donc restez connectés parce que je vous parlerai sans doute très bientôt du tome. Pour la conférence Young Adult, j'ai également dû lire le premier tome de Marjane, donc La crypte de Marie Pavlenko, publié chez PKJ. Et là, que vous dire, mais ça l'a fait, c'est coup de cœur. Voilà, je peux pas l'exprimer autrement, j'ai adoré cette histoire, je sais pas pourquoi je l'ai laissé traîner autant de temps. J'avais une petite appréhension à lire Marie Pavlenko. Ne me demandez pas pourquoi, mais je crois que c'est lié au monde de Saskia. Je sais pas pourquoi cette saga me fait peur. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. De fait, là, elle sortait d'autres romans et tout, mais j'étais restée sur cette impression que je n'aimerais pas Saskia et que j'arriverais pas à rentrer dans l'univers et que donc forcément Marie Pavlenko c'était pas forcément une auteure pour moi. Et j'étais conne de penser comme ça parce que là je suis rentrée dans l'univers de Marjane mais à 2000% et je l'ai adorée. Ensuite donc Marjane qui est une nymphe. Alors une nymphe c'est un nom que se donnent les vampires. Donc Marjane c'est une vampire, elle vit dans la communauté des nymphes de Paris qui est une des communautés les plus importantes et ils vivent reclus dans ce qui s'appelle la résidence. Mais la résidence c'est immense dans Paris, il y a des souterrains, il y a beaucoup d'espace et les nymphes qui n'ont pas 17 ans ne peuvent pas sortir de la résidence, ils doivent attendre d'être majeurs pour pouvoir explorer le monde alentour. Marjane a très envie de sortir dehors avec ses amis, mais son père, qui est haut placé dans la hiérarchie des nymphes, ne veut pas qu'elle sorte. Et le jour de l'anniversaire de son père, eh bien, il y a des sortes de terroristes anti-nymphes qui vont venir foutre un petit peu le bordel dans la soirée d'anniversaire, vont tirer à plein pot sur des vampires et le père de Marjane va décéder. Et quand elle va rentrer chez elle, elle va tomber sur l'édile qui est en train de faire des choses pas très sympathiques à son majordome qui est humain et elle va le défendre et donc je pense qu'elle va la frapper et donc quand l'édile va revenir un petit peu pas contente du tout, elle va vouloir faire arrêter Marjane et elle va lancer la rumeur que c'est elle qui a tué son père. Mais donc Marjane a fui avec le majordome en dehors de la résidence où elle ne peut plus retourner puisqu'elle est devenue personne non grata. Et donc elle va essayer un petit peu de comprendre la situation et surtout elle va se rendre compte qu'on lui a menti sur pas mal de choses. Il faut savoir que l'univers est riche, mais quand je vous dis riche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des vampires. Vous avez des créatures aquatiques, vous avez des créatures qui se changent en pierre pendant la journée, vous avez une mythologie qui est hyper bien construite et vous avez un personnage féminin fort. Vous avez d'autres personnages qui vont cogiter autour de Marjane, le majordome qui s'appelle Andras. Vous avez Mats qui est le fils de l'édile et qui est sa némésis, son ennemi. Ils étaient meilleurs amis quand ils étaient petits, puis du jour au lendemain Mats lui a plus parlé et elle comprend pas pourquoi. Et depuis il n'arrête pas d'être méchant avec elle, depuis lors il arrête pas d'être dégueulasse avec elle, de lui balancer des méchancetés en pleine figure et tout. Il y a d'autres personnages qui cogitent autour de Marjane, c'est un univers que j'ai trouvé hyper riche, les rebondissements arrivent au bon moment, la mythologie se met en place petit à petit, ce qui fait qu'elle n'est pas indigeste. Tout arrive à point nommé, il y a des secrets qui sont révélés. Enfin bref, j'ai vraiment adoré cette lecture. Je crois que je l'ai lu en 2 jours tellement j'étais à fond dedans. Et là, j'étais contente parce que je pensais que le tome 2 sortait au mois de mars. Et non, il sort au mois de mai et après il faudra encore attendre le tome 3 et ça va être dur parce que j'ai vraiment envie de savoir comment va se finir cette histoire. Je vois Marjane évoluer entre la petite ado de 17 ans qui râle parce qu'elle peut pas sortir avec ses amis, à la femme qu'elle devient petit à petit qui prend conscience de tous les mensonges qu'on lui a dit dans sa vie, de ce qu'elle est réellement. Et qui s'investit vraiment pour essayer de comprendre ce qui se passe et qui va essayer de lutter contre quelque chose qu'elle trouve abominable et qui se passe chez les vampires. Enfin bref, ça a été un pur régal au niveau de l'écriture, au niveau des personnages, au niveau de l'histoire. J'ai adhéré à tout, je ne peux absolument pas vous trouver un point négatif
à ce premier tome, voilà, moi je l'ai aimé. J'ai aimé la mythologie que l'auteur m'a présentée. Il faut dire que ça faisait longtemps que j'avais plus lu de livres avec des créatures comme des vampires, etc. Et je me rends compte que ça m'a beaucoup manqué. Donc du coup c'est vrai que ça a peut-être aussi joué sur le fait de tout de suite retomber sur un univers qui me plaisait. Mais voilà, moi j'ai adhéré à fond et j'attends la suite avec impatience. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Nos âmes rebelles, la suite de Nos âmes jumelles de Samantha Bailly, publiée aux éditions Rajo. Et là, je m'aperçois que j'ai complètement oublié de vous présenter ce livre dans mon book haul. Tant pis. Je vous avais parlé de Nos âmes jumelles dans la vidéo Book Clash où je l'avais opposé à un livre qui parlait du même sujet mais de manière totalement différente. Il s'agissait de Risque de Fleur Ferris et qui est d'ailleurs sorti en français chez Hugo Noué. Je vous mettrai la fiche quelque part par là si vous avez envie de voir cette vidéo et vous renseigner sur les deux livres. Quand j'ai commencé Nos âmes rebelles, je n'étais pas trop inquiète sur l'issue du livre. Je savais que ça allait être une lecture qui allait encore me plaire. Vous savez bien que je suis fan de Samantha Bailly. Ça fait déjà un petit moment maintenant que j'en parle sur ma chaîne. Et j'avais adoré Nos âmes jumelles et j'avais un petit peu envie de continuer sur ma lancée, de voir un petit peu ce que cette nouvelle année, qui est l'année de terminale, donc de Lou et de Sonia. J'avais envie de savoir ce que cette année de terminale allait leur apporter, quels allaient être leurs choix, si on allait garder le même rythme que le premier bouquin. Enfin bref, j'avais pas des grosses attentes parce que je savais que j'allais aimer de toute façon et ça n'y a pas manqué. On reste vraiment sur la même veine de Nos âmes jumelles et j'ai retrouvé dans le bouquin tout ce que j'ai aimé dans le premier livre. C'est vraiment dans la continuité, l'auteur a vraiment gardé la même structure. Donc vous avez le livre qui est écrit pas forcément en chapitres mais par mois, donc tous les mois de l'année scolaire de septembre à juin. Et chaque fois vous avez 2 chapitres pour un mois, un chapitre qui relate les événements qui se rapportent à Sonia et les événements qui se rapportent à Lou. Pour vous faire un rappel de l'histoire, donc on suit Lou et Sonia, 2 jeunes filles qui ne vivent pas très près l'un de l'autre, elles sont même plutôt éloignées, qui vont se rencontrer grâce au forum Tram où il est question en fait de dessin, d'écrit, enfin voilà tout ce qui se rapporte à l'écriture et au dessin. Et donc eh bien Lou, si je me souviens bien, pour ne pas les confondre, Lou elle dessine et Sonia elle écrit et donc elles vont se parler grâce à ce forum. Petit à petit elles vont être amies, elles vont commencer à mettre un petit peu leurs compétences, leur talent à chacune au service de l'autre. Elles vont faire une histoire qui sera écrite par Sonia et illustrée par Lou. Ça c'est un petit peu l'histoire du tome 1 et donc dans ce tome 2 on les suit toujours l'année de leur terminale, elles sont toujours amies et là elles ont ouvert un blog où elles postent des petites scénettes de leur vie qu'elles ont appelées trames jumelles. Sonia écrit toujours les textes et c'est Lou qui les met en dessin. Et ces scénettes racontent un petit peu leur quotidien d'adolescente. Elles ont chacune leur projet. Sonia veut rentrer à la fac pour pouvoir faire des études, devenir écrivain, tandis que Lou, de son côté, a envie d'aller dans une école qui s'appelle Les Gobelins, qui est une école très réputée pour tout ce qui est art plastique, pour le dessin, l'illustration, etc., etc. Ce qui n'est pas évident, c'est évidemment de convaincre la maman de Lou qui considère que c'est pas un métier qui est forcément très sûr et qui préférait que sa fille ait une voie comme choisir des études de droit, de médecine ou des choses comme ça. Du côté de chez Sonia, c'est un petit peu le même discours. Sa maman n'est pas très chaude à ce qu'elle entreprenne une carrière qui soit liée à un talent artistique. Elle préférait également que sa fille fasse quelque chose d'un métier un petit peu plus stable que celui-là. Cependant, les 2 filles vont tenir bon et elles vont passer cette année à peaufiner un petit peu leur dessin, à imaginer quels seront leurs futurs, à chacune avoir des petites amourettes par-ci par-là, à faire face également à des problèmes familiaux chacune de leur côté. Enfin bref, Samantha Bailly arrive encore une fois dans ce roman à dépeindre le quotidien d'ado
dans la manière la plus simple que ce soit, la plus réaliste. L'histoire n'est pas grandiloquente, il se passe pas des choses exceptionnelles dans la vie de Lou et Sonia, c'est juste la vie de deux ados dans leur simplicité, avec les problèmes d'ados qu'elles peuvent rencontrer, des problèmes qui sont communs, qui peuvent arriver à n'importe quel ado, et dans lesquels les ados pourront facilement s'identifier à l'une ou l'autre des personnages. Ça a encore une fois marché à fond sur moi, j'adore la simplicité de l'histoire, j'adore Lou et Sonia, j'adore le style d'écriture de Samantha Bailly. Je vous recommande cette saga. Alors il y aura peut-être, c'est pas encore sûr, mais il y aura peut-être un tome 3, c'est en discussion pour le moment. Et j'espère vraiment qu'on va retrouver les deux héroïnes dans un nouveau tome parce que je reste encore sur ma faim, j'ai envie de savoir ce qui va se passer à l'université et même après l'université, savoir si elles vont être éditées, savoir si elles vont réussir leur projet d'écriture et d'illustration. Enfin, voilà, j'ai pas envie de les quitter maintenant, j'ai envie d'en savoir encore plus. Vraiment, si vous cherchez des histoires vraies, authentiques, qui parlent aux ados, eh bien je vous recommande Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles de Samantha Bailly. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant maintenant d'un petit coup de cœur que j'ai eu pour un livre que j'ai lu également pour la foire du livre, mais pas pour la conférence Young Adult, pour une autre conférence que j'animais suite à la demande de Emily Malburney. Elle m'a demandé d'animer une conférence entre ces deux auteurs sur le thème du bonheur. Alors, je vous assure qu'au départ je me disais oulala, qu'est-ce que ça va donner? Pour finir, ça s'est très bien passé. Mais donc j'avais lu les bouquins des auteurs et j'ai lu notamment Nos folies ordinaires de Eva Giraud, donc publié chez Lilis Éditions, et ça a été... C'était inattendu, voilà, autant vous le dire, c'était inattendu. Le bouquin est très court, comme vous pouvez le voir, il fait même pas 120 pages. Je l'ai lu très rapidement et c'est un bouquin dans lequel je me suis immergée totalement parce que l'histoire du héros qui s'appelle Jean, elle a résonné en moi. Enfin voilà, c'est comme si le bouquin, Eva, elle l'avait écrit pour moi. Donc on suit en fait Jean qui est un garçon qui a eu une vie très rangée. Son père avait requis les services d'une nourrice et cette nourrice, eh bien, l'a éduqué vraiment sous des principes assez rigoureux sur le fait de toujours travailler, de ne pas se disperser pour des bêtises dans le but d'avoir une belle carrière et de bien réussir sa vie. Parce que pour elle, la réussite dans la vie passait par le fait d'avoir un beau métier et d'avoir une situation et quelque chose de reconnu par la société. Jean a donc été élevé avec ces principes-là et il a entamé donc des études de droit qu'il a réussi brillamment puisqu'il a fait qu'étudier, il s'est un petit peu privé sur les côtés de sortie ou quoi que ce soit. Et ensuite il est rentré dans la vie active où il a trouvé tout de suite un poste en tant qu'avocat dans un cabinet associé. Et ben voilà, là c'était métro, boulot, dodo, j'ai envie de dire. Pour lui, il n'y avait que ça, c'était il rentrait chez lui, il vivait dans un bâtiment où il y avait évidemment d'autres locataires, et il trouvait ces gens bizarres, complètement fous. Il vivait pas comme lui, il n'avait pas les mêmes rigueurs que lui au niveau travail, etc. Et il voulait rien avoir à faire avec ces gens-là parce qu'il trouvait que c'était pas des gens qui lui apporteraient quelque chose dans la vie et il prenait vraiment ces gens-là pour des fous. Et donc jusqu'au jour où il va y avoir un changement de mentalité suite à une affaire que son cabinet lui a confiée et avec laquelle il se sent pas vraiment en accord. Et là, suite à ça, il va parler avec sa voisine et il va se rendre compte que ces gens qu'il a durement critiqués et jugés comme étant des fous et des personnes pas fréquentables, il va se rendre compte qu'il a peut-être beaucoup à apprendre de ces gens-là parce que si lui il a une profession, s'il a une vie bien cadrée, etc., il se rend compte qu'il existe mais il ne vit pas. Voilà, on va résumer un petit peu les choses comme ça, donc je vais pas vous en dire plus. Mais j'ai vraiment adoré ce roman parce que je me suis pas mal identifiée à Jean. Pas pour le côté du gars qui juge les autres différents de lui en étant fou, parce que je pense que selon la définition de Jean, je rentre dans la définition de fou et je fais partie de ces gens qui apparemment ne sont pas fréquentables. Donc je ne m'identifie pas par rapport à ça vis-à-vis de lui, mais par rapport à un autre élément. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler non plus, mais sachez que voilà, moi ce bouquin m'a beaucoup touchée parce que ça m'a beaucoup parlé. Il y a des choses là-dedans qui ont résonné en moi et je pense que je pourrais même m'en servir dans ma vie pour essayer d'améliorer certaines choses. Donc forcément quand vous avez un livre qui vous parle
à votre vie, à votre ressenti, à ce que vous êtes, et qui vous montre une voie à suivre en vous disant ben voilà, c'est ça que tu dois faire si tu as envie que ta vie évolue dans le bon sens, ben forcément ça finit toujours en coup de cœur, et ce livre garde une place près de votre cœur qui est très forte. J'ai évidemment rencontré Eva sur la foire, pas uniquement pour la conférence mais avant, où j'ai pu parler avec elle de son roman, savoir un petit peu dans quel contexte elle avait écrit, etc. Ça a été très enrichissant et j'ai appris à découvrir une auteure vraiment très sympathique et que j'apprécie énormément. Voilà, en plus de ça, j'ai honte, je l'avais virée de mes amis quand j'ai fait mon gros nettoyage sur Facebook. Je me suis empressée de la rajouter après. Voilà, je suis encore désolée Eva pour ce petit malentendu. Mais en tout cas, ça a été une lecture très très accrocheuse pour moi. Je dis pas qu'elle est faite pour tous, parce que moi, il y a vraiment eu un élément très fort avec le personnage principal, quelque chose qui m'a tellement raccroché à ma vie que voilà, ça m'a parlé tout de suite. Mais c'est bien écrit, c'est court, et ça a beau être court, elle arrive à vous dire tout ce qu'il y a à vous dire. Dire que c'est un roman qui n'a pas besoin d'avoir plus de pages pour être complet. Les 115 pages de ce livre suffisent parce qu'elle va à l'essentiel. Elle sait directement accrocher le lecteur sans qu'on pense que c'est trop rapide, qu'il manque des éléments ou quoi que ce soit. J'ai trouvé que ce roman était parfait et je l'ai vraiment adoré, et c'est pour ça que je lui attribue la note coup de cœur. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter et à me dire si certains de ces livres vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, et si oui, quel est votre avis sur ces livres. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!